Bonjour et bienvenue dans cette question magazine de la rédaction de Mikuba Radio-Télévision qui revient sur les grandes questions qui ont marqué la semaine en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs sur les continents ou partout sur le globe terrestre. Au menu aujourd'hui, on va parler de trois sujets. D'abord en République démocratique du Congo, où les BRTC, les bureaux de traitement et réception de candidatures qui ont ouvert leurs portes pour les élections locales. Cette fois-ci, il y aura des conseillers communaux en République démocratique du Congo, une innovation que l'on va analyser sur le plateau. Vous allez suivre également un député provincial qui nous a donné sa parole à ce sujet. En deuxième partie, nous allons analyser le projet de société de Matata Pogno, candidat déclaré à la présidentielle en République démocratique du Congo. Projet de société qui a été rendu public cette semaine. En dernière partie d'émission, nous allons nous exporter extramuros, précisément au Niger, en Afrique de l'Ouest, où l'actualité reste marquée par le coup d'État qui a été mené par la junte au pouvoir. Nous allons analyser ces sujets en toute fin d'émission. Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir d'abord Molon Toumba qui revient sur le débat, dans les débats, Molon Toumba, Étienne Toumba. C'est un plaisir de vous recevoir, maître. Merci beaucoup, cher Léopold. C'est un immense plaisir de vous retrouver, surtout de retrouver mes deux co-débatteurs qui m'ont vraiment manqué. Justement, un plaisir. On ne sait pas si les qualificatifs ont changé. Le titre, c'est toujours maître avec l'actualité politique. Peut-être que vous avez basculé. Non, c'est toujours, je suis en politique. En politique. À côté de lui, nous avons Franck Senga qui revient dans le débat après quelques semaines d'absence. Franck Senga, cadre du parti politique Ensemble pour la République au niveau du Lualaba. Franck Senga, un plaisir de vous revoir. Merci pour l'opportunité, une fois de plus, que vous me donnez de m'exprimer sur la radio-télé Mikuba. J'en profite pour saluer mes deux co-débatteurs ainsi que les téléspectateurs de la radio-télévision Mikuba. Des inconditionnels de cette question. À côté d'eux, vous allez découvrir, vous l'avez déjà vu une fois, il revient dans les débats Dona Ziata. Un plaisir de vous revoir, communicateur, membre du parti politique AFDC au niveau du Lualaba. Un plaisir de vous recevoir, cher Dona Ziata. Et je suis vraiment très content d'être là parmi nous au sein de la radio-télévision Mikuba. C'est la radio qui nous fait tellement confiance. Et j'en profite aussi pour saluer mes deux co-débatteurs. Vous savez, ici au Lualaba, nous devons nous dire la vérité. Et pour profiter de dire la vérité, que ça soit entendu sur toute la République démocratique du Congo, il faudra passer par Mikuba. Et quelle vérité vous avez à dire? Vous commencez trop fort? Non, je suis tellement mal à l'aise quand je vis dans la ville de Kolwezi où nous disons que c'est la province pilote, mais je vois, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Vous le savez très bien. Si nous interrogeons l'histoire, on nous dira que l'Égypte, sans le Nil, l'Égypte sera un désert. Ils ont fait l'irrigation depuis l'époque médiévale. Mais nous, ici, dans la province de là-bas, où il y a la rivière là-bas, le fleuve Congo, et à un pas des Lualabé, nous manquons de l'eau. Je vous dis, si les simples citoyens qui ont essayé des forêts pour donner de l'eau à la population de la ville de Kolwezi, s'ils essayaient de fermer leur forage, je vous dis, Lualaba, Kolwezi sera un désert. Nous avons un problème sérieux du courant, nous nous promenons avec des chargeurs, avec des powerbanks. Oui. Ça fait tellement mal, il faudra corriger sur ce secteur. Parce que quand nous parlons de la décentralisation, ce n'est pas au chef de l'État de venir jouer encore un autre rôle ici au Lualaba et se substituer au gouverneur ou soit au ministre. Mais dans le quartier de Franck Senga, vous bénéficiez déjà du courant de la sous-station qui a été inaugurée récemment, vous? Oui, je pense qu'il y a eu une légère amélioration quant à ce, mais je pense qu'il y a toujours des coupures intempestives qui arrivent de temps à autre. Mais je pense que le plus dur est encore à franchir. Donc on doit se mettre à améliorer tous les secteurs, tous les quartiers et illuminer la ville de Kolwezi, qui est par ailleurs la ville qui semble être la plus riche, enfin la mer nourricière du Congo. Donc on doit respecter le robinet, en fait. Justement, Maître Étienne, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Bon, souvent je viens, je rentre, je viens, je rentre, mais si c'est la réalité qu'on constate sur le terrain, je pense qu'il y a un proverbe qui dit au mauvais roi, on n'ose pas dire la vérité, au bon roi, on n'ose pas mentir. Ça veut dire quoi? Nous avons quand même de bons dirigeants, il ne faut pas
toujours diabolisé, comme par exemple la province du Lualaba, il y a une femme à la tête de la province, appelée affectueusement par tous maman, mais il ne faut pas demeurer dans des flatteries de basse classe, il faut lui dire le vrai problème de la population, le vrai problème qui se vive sur le terrain. Est-ce que vous estimez qu'elle ne connaît pas, elle a tout un cabinet, non, mais après, vous savez, ces fonctions-là, il y a toujours des appels, il y a des occupations, il y a des choses. Si déjà pour, par exemple, un simple médecin, son propre temps, tout ce qu'il a géré, c'est trop, moi je pense que les conseillers doivent aussi aider les autorités. Vous verrez même au niveau national, souvent, on acquise l'entourage du chef de l'État. Ces gens qui viennent de la diaspora et tout ça, ils n'ont pas de bons conseils, ils n'ont pas... Et moi, je trouve que même dans la province du Lualaba, ça devait être pareil. On doit aider l'actuel gouverneur à faire de son mieux. C'est tout ce qu'on peut demander. Merci bien, merci. À travers cette actualité au niveau provincial, nous sautons, nous allons vers le niveau national pour parler de l'actualité. L'actualité électorale. Nous sommes en fin d'année, on parle beaucoup d'élections en République démocratique du Congo. Les élections sont prévues en décembre prochain. Déjà, les BRTC ont ouvert leurs portes pour les candidatures au niveau local, une innovation en République démocratique du Congo. On se pose beaucoup de questions sur cette nouvelle fonction, un conseiller communal, qui est-il? On parle aussi de conseiller urbain. Dans toute cette foultitude de concepts, nous avons posé la question au député provincial Gaston Mouchid qui essaie d'éclairer notre lanterne. On l'écoute et on revient pour le débat. Le tout a été réglementé par la Constitution que le peuple a voté au référendum en 2006. On a pensé qu'il fallait qu'on rapproche les gouvernants de gouverner. C'est constitutionnel. Mais malheureusement, depuis 2006, on a eu les premières élections, on a eu le deuxième en 2011, même le troisième en 2018. On s'est limité aux élections législatives, présidentielles et législatives provinciales. On n'est jamais allé au fond. Il manque les élections locales. C'est constitutionnel parce qu'il y a une loi organique d'espèces. À Manika et à Dilala, à Manika il y en a 11 et 9 à Dilala. À Kolwezi, le peuple doit pouvoir voter pour 20 conseillers urbains, 20 conseillers communaux. Les conseillers communaux vont à leur tour élire les bourgmestres et son adjoint. Ils vont aussi élire les conseillers urbains. Et les conseillers urbains vont voter maintenant le maire et maire adjoint. Ça signifie qu'au premier degré, le peuple va voter les conseillers communaux. Ceux de Dilala ou de Manika, parce que nous avons 2 communes ici à Kolwezi. Et ceux-ci, à leur tour, vont élire les conseillers urbains, les bourgmestres et son adjoint. Pourquoi ça? Parce que les conseillers communaux, ils vont siéger dans un conseil communal, comme on le fait à l'Assemblée, et nous avons une assemblée provinciale, il y aura une sorte d'assemblée communale. On appelle ça conseil urbain. Ils vont statuer, ils vont voter le budget de la commune et ils vont voter les bourgmestres son adjoint. Les conseillers urbains qui vont être votés au 2e degré, comme on vote les sénateurs et les gouverneurs, parce que les gouverneurs, ce n'est pas la population qui vote pour eux, ce sont les élus qui votent à leur tour. On va voter les conseillers urbains qui vont voter aussi les maires et leurs adjoints. Et quand on a le maire, les conseillers urbains vont aussi siéger dans un conseil qu'on appelle conseil urbain pour contrôler l'exécutif qu'ils auront mis en place. On revient sur le plateau pour le débat. La parole est accordée en premier à Molon Tomba. Molon Tomba, vous avez suivi le parlementaire qui parle du rôle, des fonctions d'un conseiller communal. Qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, c'est prévu par la Constitution de 2006 tel qu'il l'a dit, mais seulement on voit que l'urgence a été accordée à autre chose. Les élections de 2006, de 2011 et 2018, on n'a pas pensé à cela. Et des fois, on vous dira qu'il n'y avait pas de moyens, alors qu'on met plus de moyens, par exemple, pour les élections des sénateurs, qui, à mon humble avis, je trouve que ça n'a pas lieu d'être, c'est une chambre qu'il faut supprimer. Il faut supprimer le Sénat. Oui, il faut supprimer le Sénat. Oui. Le développement doit commencer à la base.
Si on veut monter, si on veut construire un État fort, on doit commencer à la base. Et à partir du moment où il y aura ces conseillers-là qui vont voter et ça va monter, à partir de cet instant-là, il y aura déjà les contrôles à la base. Ici, nous avons par exemple des redevances minières qui reviennent à ces entités territoriales décentralisées. Vous avez appris l'histoire des détournements de 14 millions de dollars. Une fois j'étais là-bas, j'ai appris ça ici. Et qui fait le contrôle sur l'action de maire, de bourgmestre, de tout ce qui va avec? Personne. Donc la jeunesse doit s'approprier ces élections-là. On doit avoir des jeunes ambitieux qui viennent pour servir l'État. C'est ça la construction d'un État. Ça commence à la base et j'espère que cette fois-ci, comme on va respecter cela, c'est déjà très bien. Une innovation, Franck Senga? Non, ce n'est pas une innovation. Donc, comme mon collègue l'a dit, je pense que c'est constitutionnel. Donc, mais dans les faits, dans la pratique. On a manqué à pouvoir respecter ces prescrits de la Constitution, les 3 cycles électoraux qui se sont passés. En fait, je ne sais pas très bien pourquoi, mais seule la politique à Kinshasa pouvait nous donner des raisons de fois farfelues les unes que les autres. Bon, moi j'aimerais dire ici qu'il est vrai que le développement de tout pays, de toute structure commence par la base. Nous allons pouvoir choisir des éléments pour gérer nos entités décentralisées qui constituent la base, le fer de lance de tout développement. Mais encore faudra-t-il que le sommet puisse respecter les prescrits de la Constitution, surtout en matière des redevances, en matière de rétrocession, pour que ces entités aient les moyens de pouvoir travailler dans des conditions optimales. Ce n'est pas ce qu'on voit ici, parce que aujourd'hui la Constitution est violentée dans tous les sens et finalement, moi je me suis dit que cette Constitution commence à faire pitié. Donc on la violente de manière indescriptible. Elle est totalement maculée. Non, même le docteur Mukwege ne saurait pas réparer si la Constitution était une femme. Justement. Donc, oui. Mais maintenant, regardez ce qui se passe déjà au niveau national à l'Assemblée nationale. Vous avez une Assemblée nationale totalement inféodée. C'est une caisse de résonance du pouvoir de l'exécutif. Ils ne savent rien faire. Vous avez donc peur que cette même faiblesse puisse être exportée au niveau de exactement. Le conseil communal. Oui. Elle risque d'être répercutée. Oui. Surtout, imaginez, dans mon Sandoa natal, là, au fin fond, si ces gens n'ont pas de redevance, mais ça sera des conseillers communaux qui vont trimballer sur des petits vélos, ça et là, en train de conscientiser les gens avec des mégaphones sans pile et tout ça. Donc, on doit commencer par respecter la Constitution du point de vue redevance, redevabilité, respecter les gens de la base, respecter les projets intégrateurs, fédérateurs qui vont stimuler la base afin à un moment donné d'atteindre la masse critique qui va nous obliger au développement dans chaque entité, voyez-vous. Parce que c'est là que nous allons pouvoir éviter toute cet exode rural qui a envahi la ville de Kinshasa, Lubumbashi, aujourd'hui Kolwezi. Si on n'y prend pas garde, on va en souffrir d'ici quelques années. Voyez-vous. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit arrêter avec cette histoire de corruption pour essayer de canaliser tous les moyens vers la base. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je chute par là. Je parie que si dans nos villages, au fin fond de Sandoa là-bas, on a un enfant qui naît avec le talent de Maradona ou le talent d'un mathématicien à la hauteur de Isaac Newton, il va mourir avec ce talent à cause justement de ne pas se prendre en charge les désidératas de la base. On doit changer, on doit à un moment donné s'arrêter, se poser de bonnes questions et pouvoir décider de réinventer un modèle économique et de développement qui puisse donner la chance à tous les enfants congolais de la même manière que les grandes villes. D'accord, on donne la parole à Donaziata. Donaziata, conseiller communal, est-ce que ça vous tente de postuler à ce niveau ou c'est beaucoup plus petit pour vous? Bon, et dire que c'est plus petit pour moi, je suis désolé. Pourquoi dire ça c'est plus petit? Parce que il s'agit de la République démocratique du Congo. Mais on n'a pas vu votre nom à la députation nationale. C'est seulement moi et je vous dis, je serai candidat à la députation provinciale. Je vais revenir sur ce qu'a dit
Monsieur Senga, je l'ai suivi in extenso lorsqu'il est en train de faire une analyse globale de la République démocratique du Congo. Il prend l'Assemblée nationale, il prend le gouvernement et tout ça. Mais ce qui lui a manqué, c'est juste apprécier ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, parce qu'il y a changement des narratifs. C'est-à-dire, on n'a jamais vu les élections des conseillers communaux dans ces pays. Ça, il faudra d'abord apprécier. Moi, je me sens très mal à l'aise quand je vois la réalité de la province de là-bas, où je vois un groupe de jeunes, déjà au niveau des Kapanga, qui refusent la candidature d'un autre monsieur pour dire que voilà, celui-là, il n'est pas natif des Kapanga, il faudrait qu'il y ait des natifs des Kapanga pour postuler aux élections législatives. Et déjà, ça fait mal. C'est ce que j'évite souvent quand nous parlons de la géopolitique. Je me dis qui est congolais et qui ne l'est pas. Et là, nous rentrons dans un autre débat. C'est ce que j'ai dit. C'était juste pour revenir à ce qu'a dit Franck Senga. Et je dirais que ça, c'est une occasion pour nous de féliciter les chefs de l'État qui tient à faire des choses comme ça. C'est la Constitution, mon Dieu. Bien qu'il y a la volonté de réaliser cela, il y a quand même trois cycles électoraux. Avoir maintenant les élections, organisation des élections municipales, ça c'est à féliciter. Et pensez actuellement ceux qui gèrent la commune de Dilala ou la commune de Manika, quelqu'un est en train de mettre des lois selon lui. Il se réveille un bon matin, il dit bon, les motards vont payer 50 000 francs. Il n'est pas contrôlé. Non, il n'est même pas contrôlé. Oui. Je vous donne un exemple. À la commune de Dilala toujours, pour l'enregistrement du mariage, c'est 250 $ plus des chaises. Voilà déjà, la commune de Dilala, ce n'est pas seulement quartier d'Ilungu, il y a aussi des quartiers comme 5 ans où les gens souffrent sérieusement. Où est-ce que les jeunes vont trouver ces 250 $ qui est presque le fonds pour créer une unité de production et faire évoluer la jeunesse de notre pays. Mais il est aussi membre de l'IDP, c'est ce qui me fait mal. Quelqu'un qui est censé travailler pour le peuple, mais quand il vient avec de tels comportements, je me dis, il faudra améliorer. Voilà pourquoi, avec cette innovation, avec la réalisation des conseillers communaux, ils seront là pour suivre qui est la légalité, qui n'est pas des irrégularités. On trouve certificat de décès à Dilala, 150 000, à Manika, 20 000. On se dit, nous sommes dans quel état? Et voilà, et des conseillers communaux, ils auront vraiment un travail à faire là-dessus. Quand nous regardons la gestion des immondices dans nos différents quartiers, on se dit, bon, qui octroie des contrats? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est la mairie? On ne sait pas qui gère qui. Et parfois, ça fait trop mal. Des bourgmestres qui sont censés être des autorités de proximité, ils se comportent aussi comme des gouverneurs. Pour les voir, ça devient un problème sérieux. Il y a des éléments qui passent sur Mikuba dans la plupart. Et moi, je ne parle pas des éléments. Oui, mais je parle comme un citoyen congolais. Vous sollicitez une audience. Oui. On vous refuse. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ce monsieur, il est venu chercher de l'argent. Donc, on a des choses à dire aux bourgmestres pour qu'il y ait la bonne gestion de leurs entités, de nos entités. Gestion de proximité. Gestion de proximité. Oui. Et il faudrait qu'il y ait des descentes sur terrain. Voilà pourquoi je félicite maire de la ville avec ses initiatives. Et il effectue souvent des descentes sur terrain. Généralement, accompagné de 2 bourgmestres. Les bourgmestres ne doivent pas toujours être là comme des acolytes des maires de la ville. Oui. Ils ont des entités, ils sont obligés de gérer leur commune d'une manière particulière. Ce n'est pas seulement quand le maire de la ville les appelle et c'est alors que vous allez les voir et dire sinon ils deviennent comme des substituts. Votre argumentaire est très intéressant, Don Aziata. On va vous redonner la parole. Il faudra aussi ajouter, nous sommes habitués à ces systèmes-là en Afrique. J'espère qu'on n'aura pas un coup d'état électoral où on va encore se répartir même les postes de conseillers par de partis, parce que déjà nous voyons ces vents l'avenir. On vous dit non, nous allons passer, nous, parce que nous sommes de telle obédience, et pourtant la construction de l'État, quand ça commence à la base, c'est là qu'on déniche des talents tels que ça venait d'être dit. Même en termes de la gestion de la chose publique, c'est là qu'on peut découvrir certaines têtes et suivre les cursus honorum tels que ça se passait chez les Latins. Vous avez été conseiller, vous êtes devenu bourgmestre, vous êtes devenu maire, gouverneur, on peut même vous propulser cette fois-là. Mais ici, on nous propose Maître Etienne, est-ce que vous pensez que en tout cas, vous avez abordé une très bonne idée. Est-ce que vous pensez qu'il faut limiter aussi l'âge?
il faut, ça doit être réservé aux jeunes comme ça. Ça doit être réservé aux jeunes. Ça, c'est mon point de vue, même si on ne peut pas limiter les droits Est-ce que ces jeunes-là sont formés? Les droits politiques des autres, mais je pense quand même qu'il faudrait qu'on puisse... Parce qu'après, il ne faut pas toujours dire la jeunesse et l'avenir de demain. C'est cette erreur-là de l'avenir et puis de demain. Je pense que c'est aujourd'hui. Si plus de jeunes s'investissent à ce niveau-là déjà, ils apprennent à voter les lois. Vous savez, j'ai participé à la conférence à l'université de Lubumbashi lors du 7e anniversaire de la Cour constitutionnelle. Le professeur Issambo nous explique. Il dit... Issambo, le nouveau chargé de sécurité du chef de l'État. Il dit... Il est arrivé un moment où, dans les assemblées provinciales, les députés ne connaissaient pas leur travail. Ici au Congo? Au Congo. C'était à la conférence. Et il dit, nous avons été obligés chacun d'aller écrire un petit bouquin pour expliquer au député provincial son travail dans sa province. Or, il n'y avait que 9 juges, il y avait plusieurs provinces. Donc les autres provinces... C'est dans la charge de qui de leur apprendre ce travail-là? Oui, voilà. Oui. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Voilà pourquoi moi je vous dis, si les gens peuvent commencer leur carrière politique à ce niveau-là, on va suivre au moins les cursus. Parce qu'après, c'est sous forme de l'Assemblée nationale, Assemblée provinciale et Conseil. C'est la même chose. Ils siègent aussi, ils délibèrent, ils prennent aussi des décisions appelées autrement. Là-bas, c'est la loi, ici, c'est édit, ici. C'est la même chose. Quelqu'un qui est déjà habitué à travailler à ce niveau-là, au niveau de l'Assemblée provinciale, il saura faire son travail. Les contrôleurs ne sera pas là pour chanter, louer. Non, ils sauront que j'ai été élu pour faire tel travail et on aura des carrières politiques et non des parvenus. Oui, Franck Senga, vous êtes candidat à la députation nationale. On ne va pas se limiter à faire des débats chaque dimanche. Il faut aussi qu'on ait finalement des invités qui vont au Parlement pour essayer de transmettre les idées qui sont débattues dans l'émission chaque jour. Mais là, je vous ai vu, vous n'étiez pas d'accord quand Maître parlait de cette histoire au niveau de l'âge. On dit par exemple que pour être conseiller communal, il faut avoir au moins 28 ans. Pourquoi ne pas descendre au niveau de 23 ans, les jeunes gens qui sont à peine licenciés, ils sont repris au niveau de conseils communaux, comme ça, ils vont acquérir de l'expérience jusqu'à un certain niveau. Bon, je pense qu'il faut relire un peu pour les conseillers municipaux. Je pense que c'est 18 ans. Au moins. Oui, donc 18 ans, quelqu'un déjà peut prétendre postuler au niveau de la base. Donc un garçon ou une fille à peine diplômé peut prétendre à ce poste-là. Il n'y a aucun problème. Donc, on donne cette chance aussi à la jeunesse pour venir. Mais limité. Non, la limitation du maximum. Monsieur de 40 ans, il vient chercher quoi là-bas? Non, disons que je ne suis pas très d'accord. Moi, je suis plutôt... Vous avez des ambitions? Oui, il est en train de laurier. Non, pas du tout. Écoutez, je sais pas. Je tiens ici solennellement à dire que je suis candidat à la députation nationale pour le compte de Ensemble pour la République Ville de Kolwezi. C'est dans ces eaux-là que vous naviguez écoutez, ce sont les mêmes eaux. On est tous dans la politique. Au niveau national comme au niveau local, c'est servir son peuple. Voilà un peu. Mais maintenant, j'aimerais ici dire que il faut donner la chance à tout le monde. Ça n'a jamais été mauvais que les jeunes se fassent accompagner des sages. Non, mais au Sénat, il y a une limitation. Il n'y a aucun problème quant à ce. Bon, enfin, la loi, elle a déjà édictée comme ça. On la respecte. À moins qu'un jour, qu'on puisse vouloir la changer. Je reviens sur mon ami là, qui a voulu qui m'a fait une invective. Vous savez, n'ayons pas l'habitude de pouvoir jeter les fleurs ou de pouvoir féliciter des dirigeants. Mais ça, c'est une réalité, M. Senga. N'ayons pas l'habitude de féliciter des dirigeants pour leur devoir. Pour leur devoir, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Vous avez toujours la parole. S'il vous plaît. N'ayons pas l'habitude de féliciter ou de jeter les fleurs pour un travail pour lequel il a été élu ou nommé. Non, mais pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Les autres ne l'ont pas fait. Justement, j'en viens. C'est lui qui j'en viens. Soyons plutôt exigeants envers ceux-là qui ne le font pas. Je pense que vous comprenez la nuance. Ceux qui les font. Lorsqu'on fait bien les choses, on ne peut pas féliciter. C'est le pot dans leur tête. Non, pas du tout. C'est leur devoir. Ils doivent le faire pour leur peuple. Ils sont payés pour ça. Soyons plutôt exigeants envers ceux-là qui ne le font pas. Pour renchérir ce que vous avez dit, c'est la même logique.
Aujourd'hui, si le Congo est dans cet état, c'est parce que nous ne sommes pas exigeants. Je voudrais bien savoir qui dit merci à sa sentinelle chaque matin pour avoir veillé à la porte. Personne. Et pourquoi vous les enfants êtes nous disent élus. merci? Quand vous vous portez candidat, c'est que vous connaissez la charge qui pèse sur vous. Et il faut noter que les politiciens ont l'obligation des résultats. Voilà pourquoi ils nous amènent des offres. Je ferai. Ils sont jugés par rapport à ces résultats-là. Conformément à la loi, on ne peut pas être là à tout moment à dire merci, tu n'as piqué beaucoup d'accent, goudron. Non, c'est notre argent. Nous payons les taxes, nous payons les impôts. Aujourd'hui, on ne sait pas circuler avec des véhicules parce que les gens n'ont pas payé des taxes et impôts. Quand nous payons et qu'on le faisait, pourquoi on doit dire merci? Et c'est ça que j'appelle le Jalelo Pro Max. C'est ça qui tue. C'est quoi ce concept? Le Jalelo Pro Max. C'est ça qui tue justement le pays. Hein? Vouloir chanter, danser à chaque fois la gloire d'une personne revêtue, je ne sais pas, d'un dogme d'infaillibilité. Arrêtons ça. Merci bien. Étienne Tomba parlait déjà de l'offre politique. On va passer au deuxième thème de ces débats. On va parler de l'offre qui a été présentée par le candidat à la présidentielle, déclaré à la présidentielle de décembre prochain, Augustin Matata Ponyo, qui a été ministre de Finances dans ces pays. Il a été aussi Premier ministre. Il a utilisé deux adjectifs qualificatifs pour étaler son projet. Il parle d'une promesse ferme. Il parle aussi d'un engagement solennel pour présenter ce programme qui est chiffré à 90 milliards de dollars sur 5 ans. Matata Ponyo, qui a de grandes ambitions, il parle notamment, son programme a 4 priorités. Il parle de la défense, des infrastructures, de l'industrie et de la refondation de l'État. On va essayer d'analyser ce programme dans quelques 20 minutes avec les invités qui sont ici sur le plateau. Molon Tomba, qu'est-ce que ça vous inspire, le programme qui a été présenté? Je vous ai vu déjà en train de beaucoup sourire quand j'ai présenté ici. Non, mais après, je comprends parfaitement. Nous méritons nos dirigeants. Les Congolais souffrent du syndrome de Stockholm. Ils aiment celui qui l'opprime. Et à la limite, les Congolais deviennent analgésiques. Ils ne ressentent plus la douleur. J'aime des fois quand j'arrive à l'église, on dit Sikia Bouchungu Maïcha Yako. Vous regardez à un moment donné, vous vous posez des questions. Je suis au loin là-bas, capitale du cuivre et que sais-je encore. Mais tu souffres, tu as faim. D'où vient tout ce que vous dites? Voilà, je suis en train d'arriver. Et quand vous vous posez ces questions-là, c'est parce que l'État est mal géré. Et entre-temps, vous acclamez celui qui a géré. Quand vous prenez cette offre politique, mais on vous vend l'eau dans l'étami. M. Matata se moque des gens au point même de vous dire qu'il va créer des parcs agroalimentaires. C'est ces chiffres-là qu'il a donnés là. 90 milliards. Il mobilise l'argent. Comment il a été Premier ministre pendant autant d'années? Qu'est-ce qui lui avait retenu de le faire? Ne réfléchissons pas comme... Non, mais là, il travaillait... Non, selon notre constitution, l'action gouvernementale est menée par le Premier ministre. C'est lui qui est responsable devant le Parlement, qui les vote, qui l'investit. Le chef de l'État n'est pas responsable. Et donc, c'est le Premier ministre. Il a eu tout le temps de prouver de quoi il était capable. Parler de solennel, ferme, ça c'est de l'intimidation. Et parler aujourd'hui même des parcs... Il y a une chose qui m'a énervé, je me limite par là. La question sécuritaire à l'Est, il ne doit pas distraire les gens. Non, il veut une approche économique sur cette question. Les termes que je voudrais employer, vous savez, quand je parle du Congo, je m'énerve. Oui. Aujourd'hui, il est démontré noir sur blanc que c'est une crise de territoire, comme partout ailleurs au monde. Les crises que vous voyez au monde, ce ne sont que des crises de territoire. Israël-Palestine, ce n'est pas la religion, territoire. Chine, Taïwan, Sahara, le désert des Sahara et tout ce qui va avec. Les Rwandais ont des ambitions expansionnistes. Cet aspect économique a déjà été mis en œuvre, ça n'a pas produit d'effet. Pierre Péan a écrit Carnage, il a expliqué ce qui se passe à l'Est. Nous n'avons pas fait attention. Il a subi des procès pour le Congolais. Aujourd'hui, vous avez Onana qui vous écrit encore. On vous explique ce qui se passe. Lui vient distraire les gens avec une offre politique où il vous dit si on aménage la politique, tout le monde se retrouve, il n'y aura plus de guerre. Mais c'est quoi ces distractions? Merci bien, Dona Ziata. Vous avez suivi Matata Ponyo qui présentait ce projet de société qu'il a pour la République démocratique du Congo. Là, je vois déjà M. Matata Ponyo qui se moque des Congolais. Lui, déjà un député national. Comment est-ce qu'il va réaliser cela? Vous le savez très bien, Matata, c'est un candidat à la députation nationale. Est-ce qu'il a encore notre projet de société comme candidat à la députation nationale qui va exiger que cela se réalise? Ça ne se passe pas comme ça. Il a vraiment des insuffisances managériales parce qu'on reconnaît très bien avec M. Matata Ponyo, quand on regarde sa gestion, Matata Ponyo, 4 ans après, il a géré la République démocratique du Congo comme Premier ministre. Sur toute l'étendue du Lualaba, combien d'écoles que Matata Ponyo a réalisées?
sur toute l'étendue du Katanga. Et quand on prend, quand on regarde même des centres de santé, il va le faire en tant que président. Tout ça, il ne l'avait pas fait. Non, Maître vient de dire tantôt, il fit les chefs du gouvernement. C'est lui les coachs, c'est lui qui devait faire tout. Moi, je me souviens vers l'année 2010, quand il y a eu la distribution des 2500 tracteurs. C'était lui qui était comme le coach. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que nous avons récolté de ces 2500 ça a été donné, ça a été donné aux généraux, aux commerçants. On transportait avec les bidons d'eau pour amener à la maison. D'accord, s'il vous plaît, maître, on peut avancer encore. Oui, nous avons un problème des fichiers des fonctionnaires de l'État avec Matata Mponyo, où le ministre que nous avons aujourd'hui, Liaou, nous dit que voilà, il y a eu plus de 380 000 fictifs dans les fichiers des fonctions publiques, où l'État perd facilement 20 millions de dollars chaque mois. Matata Mponyo était là. Est-ce qu'il a fait un travail pour essayer d'aider la population aujourd'hui pour que nous puissions nous retrouver? Et maintenant, quand on regarde seulement Samalukonde que nous avons aujourd'hui, qui nous apprend actuellement la politique des concours. Actuellement, on vient de recruter plus de 2300 inspecteurs du travail. Oui. Chose qui n'a jamais été faite. Il n'y avait pas de compétitivité. On prenait des gens ça et là et vous ne connaissez rien, on vous met là-bas. Et actuellement, des travailleurs ont des problèmes très très sérieux. Voilà, Matata Mponyo n'est pas quelqu'un que nous pouvons prendre comme modèle de la gestion au sein de la République démocratique du Congo. Et puis, il ne sera jamais président de la République. Il faudra avoir honte quand nous avons quelqu'un comme Matata. Oui. Quand nous avons déjà comme Matata Mponyo. Tout le monde sait que le monsieur qui avait volé l'argent, qui a détourné l'argent de Bukanga Lonzo. Et d'ailleurs, moi, je ne parlerai pas de détournement. Quand on parle de détournement, c'est-à-dire que vous avez pris l'argent et vous avez fait autre chose, toujours pour le compte du gouvernement. Mais lui a construit son propre université. Non, cette université a été construite. Ce n'est même pas le détournement. Il y a eu des partenaires qui ont contribué. Des partenaires ont contribué pour la construction de cette université. Quel partenaire? Quel partenaire? Oui. Il doit avoir honte quand il vient avec les projets des sociétés. Je sais, avec le monde d'aujourd'hui, on a la facilité d'entrer sur l'Internet et puis on prend des histoires, on commence à maîtriser et dire à la population, voilà, les projets que je vais amener à la société congolaise. Il nous avait promis 800 écoles. Où est-ce qu'il a construit ces écoles? Matata Mponyo, comme Premier ministre, il n'a rien fait. Merci. Alors, on ne peut pas passer le temps en train de parler de quelqu'un qui ne maîtrise rien dans la gestion de la chose publique parce qu'il n'a rien fait. Et ce que nous sommes en train de vivre actuellement sur toute l'étendue de la République, Matata a contribué à ça. Oui, Franck Senga, contrairement à Moïse Katumbi qui n'a pas encore présenté son projet de société, Matata Mponyo est quand même concret dans son offre politique. Oui, j'ai bien suivi Matata Mponyo. Enfin, il y a quelques bribes d'éléments que j'ai pu tirer de son programme. Il dit, une fois élu président, il va construire 5 universités technologiques, 7 grands hôpitaux de référence, 300 centres de santé et quelque chose comme ça. Bon, enfin, c'est bien beau. Le Congo va être un paradis. Non, c'est bien beau tout ça. Mais moi, si... D'abord, je tiens à signaler ici que je ne suis pas le porte-parole de Matata Mponyo, je ne suis pas de ce parti politique, mais si il m'était permis d'être son conseiller, moi je vais plutôt aller dans un autre sens pour essayer d'atteindre justement cette vitesse de croisière-là dont il parle dans son projet. Vous savez, ce pays ici, ça manque des choses élémentaires pour se mettre dans une rampe de développement. Moi, je le conseillerais de rétablir la discipline, de remettre la justice dans les pas et ainsi que de renforcer tous les systèmes immunitaires qui sont la sécurité, l'armée, afin de recouvrer la paix. Oui, mais au sujet de la paix, il parle d'une réponse économique. Arrêtons ça. Oui. Le Congo, il est au cœur, c'est un géant au cœur de l'Afrique. Il a 9 voisins qui l'envient, tous, hein, sans contrepartie. Et moi, je me dis ici, le Congo a la vocation d'être une puissance régionale. On doit avoir au moins 1 million d'hommes qui composent notre armée. On doit être capable de faire 9 guerres simultanées avec 9 voisins.
au même moment. On doit se dire ça. Et de là, nous allons pouvoir concevoir un grand projet de grande réforme à l'armée, à la police et aux services de sécurité pour se faire respecter et pour créer une dissuasion à tous les 9 voisins afin de pouvoir donner le tempo dans la région. C'est nous qui nous devrons dicter notre tempo dans la région de manière gentille et politiquement, et nous allons voir ce pays, enfin ce continent se développer. Vous savez, deuxièmement, on doit combattre la corruption dans non, mais là, vous êtes en train de présenter votre programme. Non, j'ai dit si j'étais son conseiller, parce que moi, je lui donner ce conseil gratuitement. Moi, je voudrais vous féliciter. Moi, je voudrais vous féliciter. Si vous étiez candidat président, vous auriez déjà ma voix. Vous savez, moi, je voudrais. Et son programme, la question oui, c'est très important. Est chiffré à combien le vôtre? C'est plus de 100 milliards de dollars. Sur 5 ans. Oui, Moïse Katumbi l'avait déjà. Oui, c'est plus de 100 milliards. Vous savez, s'il vous plaît. Exactement. C'est pareil au même. Vous savez, il y a une question très importante. Moi, je voudrais bien appuyer ce qu'il venait de dire, et ceux qui nous regardent doivent le savoir. Si quelqu'un vous dit qu'il mettra fin à la situation sécuritaire de l'Est par une approche économique, ni bongo, c'est un mensonge. Vous n'êtes pas d'accord? Et aujourd'hui, tel qu'on venait de le dire, nous devons avoir une armée forte. Et même si nous voulons faire participer les autres dans la jouissance de nos ressources, ça doit être par bonne foi et non par contrainte et par pitance pour qu'on ne puisse pas nous attaquer. L'actuel chef de l'État l'a fait. On a fait cette histoire des raffineries, là encore, qui a eu avec le Rwanda. Est-ce que ça a empêché que le Rwanda continue à nous agresser? Donc, il ne faut pas... C'est une approche erronée. C'est très erroné. Et moi, je pense que c'est même une distraction pour amener le Congolais à oublier un peu le Rwanda et continuer à permettre que ces gens-là se jouent de nous. C'est pas sérieux. Mais son programme, par exemple, je vous redonne la parole. Son programme, Etienne Tomba, Félix Tshisekedi, j'ai fouillé en 2018, il nous parlait de sur 10 ans. Il allait mobiliser 86 milliards de dollars. Il voulait bannir, il s'est proposé de bannir la corruption et construire une justice indépendante. Tshisekedi, 86 milliards de dollars sur 10 ans. Matata, 90 milliards de dollars sur 5 ans. C'est vraiment un économiste de formation, Matata. Vous savez, je ne voudrais pas aussi être radical pour dire qu'il n'a rien fait. On lui reconnaît quand même certains mérites. Moi, aujourd'hui, si on lui proposait comme ministre des Finances, je ne sais pas quoi, je suis d'accord avec lui. Mais il ne faut pas exagérer. C'est pareil. Mobutu, déjà en son temps, il parlait des charlatans politiciens qui venaient dire « je ferai, je ferai ». J'ai vu même un pygmée qui est sorti de la forêt où il habite. Il est candidat, député, et du haut de sa taille, il dit aux Bantous, écoutez, je vais vous donner du travail. Donc, on nous a... S'il vous plaît, on nous a... S'il vous plaît, le rôle d'un député, ce n'est pas de donner du travail. C'est à ce niveau-là que je suis. Et je fais le rapport avec ce que disait le président Mobutu, les charlatans politiciens qui faisaient de promesses. Vous venez ici de citer l'offre politique de l'actuel chef de l'État. Et les bilans aujourd'hui contredisent tout ça. Non, c'est sur 10 ans. Mais sur 10 ans, mais aujourd'hui, nous sommes déjà à combien? Parce qu'il faut diviser ces montants-là par 2. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Donc, il faut être franc dans ce qu'on fait. Voilà pourquoi moi, j'ai dit, ça doit être quelque chose de réaliste. Et ce n'est pas celui qui a déjà mal géré de venir. Moi, je voudrais bien qu'on accorde les bénéfices de doute à l'actuel candidat député et l'autre, qu'on le soutienne. Il ne faut pas qu'il le même. Voilà pourquoi j'ai parlé du syndrome de Stockholm. C'est toujours les mêmes personnes qui ont mal géré, qui ont encore le courage de venir nous... On va vous la redonner. Mais je vous ai félicité. Le chef de l'État actuel, quand il était candidat en 2018, il parlait de... J'ai déjà posé la même question à Etienne Tomba, bannir la corruption, tout ça. Aujourd'hui, Matata veut plutôt faire mieux que Félix Tshisekedi au niveau de son projet de société. Je vous dirais déjà que Matata Mponyo n'est pas un exemple à comparer avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui, c'est louable à tous les Congolais. Là, nous devons faire confiance au chef de l'État. Lorsque nous parlons de budget, ce n'est pas l'argent comptant que nous avons. Et il vous a dit que je vais prendre quelque part 50 milliards de dollars et puis je vais prendre de l'autre côté. Non, c'est la façon de mobiliser cela. Il a regretté, nous l'avions suivi, il a dit, nous avons un problème avec la justice de la République démocratique du Congo. Au-delà de ça, il y a un problème de tête. Les Congolais qui gèrent le Congo, ils gèrent le Congo comme étant des rebelles, comme étant des bandits, ils gèrent le pays
comme si demain après demain, ils ne vont pas vivre dans ce pays. Je vous dirais déjà qu'une fois qu'on vous place là-bas, vous avez déjà les tensions dévolées. Même si vous n'avez pas encore vu l'argent, vous voyez un ministre, il cherche toujours comment est-ce que je vais voler l'argent de l'État. Donc nous manquons le civisme. Les Congolais, nous sommes très mal habitués. Vous êtes ministre, mais vous êtes substitué à un commissionnaire des immobiliers. Ça fait tellement mal. Nous regardons aujourd'hui quelqu'un qui est, nous le voyons même dans nos partis politiques, quelqu'un qui est déjà nommé comme ministre, mais il veut être là toujours comme fédéral. Il veut continuer à vous gérer, il veut gagner plus. Et voilà, c'est ça le comportement des Congolais. Nous ne sommes pas formés. Il n'y a pas de civisme dans nos partis politiques. Ce sont des boutiques, on ne forme pas les gens. Non mais là vous parlez de quel parti politique? Parce que par exemple, la l'UDPS, Félix Tshisekedi, il est président de la République, il a laissé le parti aux autres. On l'a vu aussi dans beaucoup d'autres partis politiques. J'ai peur que vous puissiez parler dans le vent. Moi, je pense que lorsque nous parlons des partis politiques, ne citez pas seulement les grands partis. Il y a plusieurs partis politiques dont les chefs sont en train de gérer leur parti au quotidien. Ils sont tellement nombreux, vous êtes des investigateurs, vous pouvez chercher chercher des informations, ça et là, vous allez voir qu'il y a des fédéraux actuellement sont aussi membres du gouvernement, peut-être provincial ou soit national. Ça fait tellement mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas essayer de propulser la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Nous sommes là, membres de différents partis politiques. Mais on regarde comment est-ce que les jeunes sont gardés toujours en arrière-plan pour transporter des drapeaux, on leur donne déjà de 5 000 francs. Et voilà, des histoires pareilles, ça ne nous permet pas d'aller de l'avant. Avec Félix Tshisekedi, nous regardons ce qu'il a promis. Il dit petit à petit, nous sommes en train d'améliorer la façon de faire. Même si vous faites appel à Jésus-Christ de venir gérer ces pays-ci, il va les gérer avec les humains. Mais sachez-le que même avec Jésus-Christ, il y avait toujours quelqu'un qui avait essayé de s'opposer. Là, nous sommes toujours dans la gestion de la chose publique. Nous devons le savoir, il faudra qu'il y ait les changements des mentalités. Merci. Déjà dans nos familles, merci, Donna. Essayer d'apprendre le civisme et le patriotisme dans la croissance de nos enfants. On vous a ravi la parole, terminez rapidement. Oui, donc je disais ici qu'en étant conseiller d'un grand homme comme lui, je tiens ici à signaler que Matata Pogno... Mais vous conseillez gratuitement. Non, s'il vous plaît, il faut quand même dire que Matata Pogno était le moindre mal dans une équipe de médiocres, hein, comme le disait Mosengo. Donc le bon joueur dans une mauvaise équipe. Hein, il a quand même fait quelque chose, hein, qu'on ne le jette pas en pâture, un peu comme le bébé avec l'eau du bain. Non, il ne faut pas faire ça. Moi, je crois que chez nous, on va conseiller au chef de l'État, qui viendra, en supposant que c'est le PR6, sera Moïse Katumbi, de pouvoir se focaliser sur la justice, la discipline et la paix. Hein, donc la paix qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Et du côté chiffres, vous avez parlé de... tout ça est en train d'être bien cuisiné. Oui. Je termine en ceci. Après ça, je pense qu'il y a des choses simples. Si on peut s'occuper de relier le nord au sud et l'est à l'ouest par de bonnes routes ou de bons rails, je pense que ça va créer des effets induits qui vont emmener l'électricité avec les mini-barrages. Et ces effets induits-là vont créer de l'émulation. Ça va créer de l'argent. Merci Franck. L'éducation, on doit pouvoir maintenant éduquer des créateurs d'argent, des créateurs de richesse. Et non pas des blabla dans les théories chimériques. Les choses sont simples pour pouvoir justement créer de l'émulation qui va créer justement les 300 hôpitaux, les 7 écoles ou je ne sais quoi là. Merci. C'est en s'occupant d'abord de ce qui est basique. Et je crois que la chose peut être mieux orientée en termes de développement. Merci bien. On passe au troisième thème de ces débats. On va partir en Afrique de l'Ouest, Afrique occidentale, pour parler du putsch qui a été effectué au Niger. La situation a évolué cette semaine. Les putschistes ne veulent pas remettre le pouvoir au président Bazoum, le président élu qui a été élu, qui n'a pas encore démissionné. Officiellement, on va parler de cette situation qui a évolué, bien entendu. On va suivre d'abord ce reportage de nos confrères de TF1 et on va rentrer pour deux avis. Poignée de main et ses sourires,
c'est un bras de fer entre voisins. À gauche, des putschistes du Niger. À droite, une délégation de pays ouest-africains. Ils ont posé un ultimatum pour rétablir le président Bazoum déchu. Dans 2 jours, cet ultimatum expire et la tension n'en finit pas de monter. Toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verra une riposte immédiate. La junte déclare cesser toute coopération militaire avec la France, plus que jamais dans le viseur, comme nous l'explique notre correspondant sur place. Ici, à quelques centaines de mètres de l'ambassade de France, les Nigériens ont plutôt bien accueilli la décision des autorités militaires nigériennes de dénoncer les accords militaires avec la France. Ces autorités militaires ont par ailleurs appelé chaque Nigérien à la vigilance quant à de potentiels espions français et à reporter tout comportement suspect. La France, nous, ce qu'on veut, il quitte notre pays. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Les médias français y sont devenus indésirables. RFI, France 24, désormais interrompus au Niger. Et plusieurs ambassadeurs ont été limogés, dont celle en poste à Paris. Elle entre en résistance. Moi, en tout cas, ma position, et je suis sûre que les autres aussi, c'est de rejeter cette décision parce que je considère qu'elle est illégale et je considère qu'elle est nulle et non avenue. Des putschistes tout aussi illégitimes aux yeux des autorités françaises, préoccupées par les jours à venir. Toutes les options sont sur la table. Une intervention militaire régionale n'est pas exclue. Ce soir, les armées de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest disent avoir défini les contours d'une éventuelle intervention militaire. Donna Ziata, quelle est votre analyse des derniers développements de l'actualité au Niger? Je dirais déjà, je me sens tellement frappé quand je vois ce qui se passe au Niger. Déjà, c'est un peuple qui est tellement pauvre et ils dépendent de l'agriculture. Plus de 42% de leur PIB constitué de l'agriculture. Mais ils ont des muraillons. Les paisibles citoyens ils sont en train de réaliser avec les efforts vraiment minables. Déjà, c'est un peuple qui souffre sérieusement. Et quand je regarde ce coup d'État, ça profite à qui? On a déjà évolué. Il y avait plusieurs façons de pouvoir lutter. Vous êtes sans ignorer que je suis un coordonnateur de l'Union nationale des révolutionnaires baptistes, dont la moralité des baptistes, c'est la diplomatie. Donc, s'il faudra chercher les pouvoirs, ces jeunes-là ont la capacité de chercher les pouvoirs avec des moyens diplomatiques. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'ils laissent la tâche aux militaires, les gouvernements Niger restera un gouvernement des militaires et avoir déjà un état militaire, vous savez, il faudra s'attendre à la dictature. Ça ne sera pas une bonne chose. Et je condamne aussi la France. Vous savez que la France est à la base ou soit à la manœuvre de plusieurs difficultés que nous avons en Afrique. Vous le savez très bien avec la Libye. La Libye était un pays développé, que l'on voyait les changements et consorts. On a tué Kadhafi par les Français. Quand on regarde Burkina Faso, Mali, tous les pays qui ont été colonisés par les Français sont des pays que les Français sont en train de chercher comment est-ce qu'ils vont encore déstabiliser ces peuples afin de continuer de vivre à la dépendance. Ils cherchent comment est-ce qu'ils vont continuer la colonisation. Nous sommes déjà un peuple grand. Le panafricanisme exige que nous puissions lutter avec des moyens démocratiques. Donc faire la guerre, ça ne sert à rien parce qu'ils sont en train de détruire encore des faibles développement qu'ils ont dans leur pays. Moi, ça me fait très mal à l'aise. J'aimerais qu'ils puissent passer toujours par des voies diplomatiques afin qu'il y ait l'organisation soit des élections, parce qu'il y a eu des coups d'État électoraux où la CEDEAO a été en train de regarder sans pour autant agir. Ce sont des histoires qui sont passées ici en RDC en 2018. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça peut ramener encore des coups d'État pareils. Ça ne va pas nous permettre d'aller de l'avant. Donc il faudra laisser la place à la démocratie, l'organisation des élections. Voilà pourquoi ça sera une très bonne lutte pour la population. Des coups d'État avec des militaires, ça ne sert à rien. Parce que les militaires ne sauront jamais gérer l'État dans la quiétude. Oui, Molon Toumba, la CEDEAO a donné un ultimatum aux putschistes, l'ultimatum qui devait finir ce dimanche. Comment est-ce que vous adhérez à une offensive de la CEDEAO, par exemple, pour remettre le pouvoir au président Bazoum? Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 1er. Oui.
Tout le peuple ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ces droits, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Oui. On vous a parlé d'une population pauvre. Vous avez rappelé qu'il y avait de l'uranium. Ce qui a constitué la puissance des États-Unis aujourd'hui, c'est l'uranium de ce pays-là. C'est la France qu'on envoie devant, mais l'uranium part aux États-Unis. Et ces gens-là, aujourd'hui, ne réclament que le droit de jouir de leur liberté, de leurs ressources, de leurs richesses. Et on a des chefs d'État marionnettes à la tête de ces États-là qui obéissent au doigt et à l'œil à ces puissances impérialistes et qui ne veulent pas que la population puisse se retrouver. La CEDEAO est constituée de plusieurs pays qui sont au service de la France, mais je tiens à rappeler que les statuts de la CEDEAO précisent, pour une intervention militaire, il faut que tous les États signent. Or, il y a le Mali et les autres qui vont s'opposer à cela. Et ça a été fait au Mali, ça n'a pas abouti. C'est une petite pression qui est exercée sur ces gens-là, qui sont tout à fait légitimes dans leurs actions, pour qu'ils puissent laisser le pays. J'ai suivi l'interview d'un monsieur, un Français, il doit être maire de la ville. Si vous allez sur la page d'Isaac Makassa, vous verrez ça sur Radio Cid. Il a dit clairement, je m'assume. Nous ne pouvons pas quitter du Niger, il y a nos intérêts économiques et nous devons rester le plus longtemps possible en Afrique. Et pour rester le plus longtemps possible, il faut avoir un motif. Quel motif? Chercher financer les terroristes, amener tout ce que vous voyez comme trouble pour rester et continuer à piller l'Afrique. Et aujourd'hui, les Africains veulent vivre de leurs ressources. La CEDEAO ne fera rien parce qu'elle est au service de la France. Et aujourd'hui, ils doivent le comprendre. Et même ceux qui tentent aujourd'hui de nous diaboliser en disant que nous sommes au service de la Russie, c'est faux. Même la Russie, on a toujours dit, les panafricanistes comme les Kémy Seba et les Nathalie, les disent au président Poutine, nous ne chassons pas la France pour vous remplacer, vous, non. Ça, c'est un discours qui vient brouiller les pistes. Non, c'est la Russie qui finance, c'est la Russie qui appuie. Mais ici, on a vu des drapeaux russes dans les manifestations. C'est l'instrumentalisation, quelques incidents qui n'ont rien à voir. Est-ce que nous n'avons pas le droit aujourd'hui de jouir de nos ressources? On va vous remettre la parole un peu rapidement. Franck Senga, il y a le Mali, le Burkina et aussi la Guinée qui s'opposent à cette intervention de la CEDEAO, intervention militaire sur le sol du Niger. Comment est-ce que vous analysez les derniers développements de l'actualité dans ce pays? Bon, je suis un peu partagé. Disons qu'il a lu un article ici d'une des conventions, je ne sais pas, des peuples. Mais je dis ici qu'il y a eu un coup d'État militaire. Ce n'est pas le peuple qui s'est pris en charge pour s'autodéterminer de manière spontanée. C'est un militaire. Moi, j'ai toujours été... Il y a l'appui du peuple, moi, j'ai toujours été par essence démocrate. Je me dis que un coup d'État militaire amène la violence et la violence engendre la violence parce qu'il suffit de diviser l'armée et finalement les autres vont se retirer et puis revenir sous une autre forme. Ce n'est pas bon. Je sais que la démocratie en soi, ce n'est pas un excellent mode de gestion, mais c'est le moindre mauvais. Non, mais est-ce qu'il s'adapte aux Africains? Les Africains qui ont vécu dans les royaumes Congo, les empires et consorts. C'est justement, je vous dis que la démocratie n'est pas un mode de gestion excellent. Mais c'est le moindre mal, le moindre mauvais des modes de gestion pour éviter beaucoup de frustration. Voyez-vous. Bon, mais maintenant, j'apprends que ce général qui a fait un coup d'État là-bas, il a été frustré parce qu'il sentait qu'on devait le remplacer quant au commandement de la garde républicaine, enfin, qui était chargé à la sécurité du président et de sa famille. Ce n'est pas parce qu'un président décide de vous mettre de côté que vous devez faire un coup d'État. C'est de la frustration, exactement. Oui, enfin, c'est une frustration très mal placée. Donc ça, c'est son intérêt à lui, personnellement. Parce qu'il n'est pas irremplaçable et ici, il est arrivé à mourir. Bon, mais maintenant, si réellement il est accompagné par son peuple et que le peuple a donné gain de cause à cet acte-là, bon, qui suis-je pour m'y opposer? Parce que si au même moment le rapport de force sur le terrain est en faveur des putschistes, enfin, il y a même des gens qui... Qui suis-je pour dire non? Après tout, je ne maîtrise pas très bien ce qui se passe dans le Sahel. C'est finalement une grosse confusion. On a beaucoup de mal à distance de pouvoir émettre des avis qui vont dans le sens de la réalité des faits. Oui. Donc, c'est un peu ça. En 10 secondes, Molon Toumba, comment vous concluez
ces sujets? Je pense qu'aujourd'hui, il est plus pour sortir de l'impasse, notamment. Il n'y a pas d'impasse. Ne suivez pas la stigmatisation médiatique des Français et des autres collabos de la CEDEAO. Ils l'ont fait avec Traoré. Vous avez vu comment est-ce qu'on l'a accueilli chez lui. Ils l'ont fait. Quand la France soutenait le président tchadien, c'était normal alors qu'il y avait le coup d'État électoral. Le coup d'État électoral et le coup d'État militaire, c'est du pareil au même. Ce n'est pas la volonté du peuple qui est exprimée. On a vu Mamad Déby qui est parti à Niamey. Mamad Déby, le président actuel du Tchad, qui n'a pas été élu. Il a remplacé son père qui a été tué. Là, c'était normal, mais quand il s'agit des autres, on parle de la démocratie. L'article que je venais de vous lire ici nous dit que nous avons le droit de choisir notre propre mode de gouvernance. La démocratie nous est imposée et elle nous amène nulle part. Et même les démocrates ne respectent rien de leur propre démocratie. Merci Donaziata, merci Etienne Tomba, merci aussi à Franck Nsenga d'avoir participé à ce débat. Chers auditeurs et téléspectateurs, les programmes continuent sur votre chaîne.